Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de couture, mais on va pas parler exclusivement de couture. Je voudrais vous remercier pour avoir fait atteindre à cette chaîne YouTube le chiffre incroyable de 200 000 abonnés. Moi, j'ai débuté cette chaîne YouTube en, je crois, juillet 2017, donc il y a 4 ans maintenant. Et honnêtement, à l'époque, c'était un support pour moi, pour mon blog, le blog Couture Enfant. C'est-à-dire que lorsque je parlais d'une technique, par exemple, sur le blog, la chaîne YouTube me permettait de poster la vidéo de la technique dont je parlais. Et à aucun moment, lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube, l'idée, c'était pour moi que ça remplace le blog, finalement, que la chaîne YouTube prenne plus de place que le blog. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui arrive, quoi. Hein. Ça fait maintenant 3 ans que je publie régulièrement des vidéos, c'est-à-dire quand j'ai commencé, c'était vraiment une vidéo de temps en temps, et à partir du moment où la chaîne a franchi le cap des 10 000 abonnés, ça a fait comme un petit déclic dans ma tête, et j'ai fait en sorte de publier une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, honnêtement, quand on l'a jamais fait, c'est compliqué, hein. C'est toute une organisation à mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne, pour prévoir les vidéos qui vont sortir, pour prévoir les commentaires, pour prévoir le montage. Quand je dis les commentaires, c'est ce que moi je raconte sur les vidéos, hein. C'est pas vous qui commentez, mais voilà, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place pour réussir à sortir ces vidéos régulièrement. Et là, peut-être que vous l'avez remarqué, depuis que j'ai emménagé, hop là, dans ce nouveau studio, j'essaye de sortir 2 vidéos par semaine, plus un article sur le blog. Beaucoup de travail. Il y a à peu près 1 an, la chaîne franchissait le cap des 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on est donc à 200 000. Donc, il y a à peu près la moitié des personnes ici qui nous ont rejoints au cours de l'année et qui ne savent pas forcément qui je suis. Moi, dans les vidéos, j'essaye d'aller au plus rapide, enfin voilà, quand je fais un tuto de trousse, je raconte pas ma vie, quoi. Je raconte qu'on va faire une trousse et voici comment. Et du coup, certaines d'entre vous ne me connaissent pas forcément, ne savent pas qui il y a derrière le personnage. Donc c'est l'occasion de vous parler de ça, c'est l'occasion de faire une FAQ, une foire aux questions. Je vous ai proposé sur Instagram de me poser des questions. Vous avez été nombreuses et nombreux à me poser tout un tas de questions auxquelles je vais tenter de répondre. En tout cas, je vais répondre aux questions qui sont le plus souvent revenues. Je pense que c'est celles qui vous intéressent le plus. Donc on va voir un petit peu ce que je faisais avant, combien je gagne, et si je préfère la raclette ou la fondue, parce que ça me paraît très important. Ah, et alors, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce que comme pour les 100 000 abonnés, j'avais fait un concours qui vous avait bien plu. Je vous en propose un autre, mais à la fin de la vidéo, il va falloir me supporter pendant 20 minutes. Je suis désolé, mais c'est comme ça. La première question, c'est quoi ton vrai métier? On dirait ma grand-mère, quoi. Je sais pas quel âge tu as, Nadège, mais c'est vraiment la question que me pose ma grand-mère tout le temps quand elle me voit. Et, et c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, puisqu'on a l'impression que je fais que ça, et c'est plus ou moins le cas. Mon vrai métier aujourd'hui, c'est de faire ce que je fais maintenant, c'est de faire des vidéos sur internet et des vidéos qui parlent de couture. Mais officieusement, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que sur le papier, moi je suis toujours caméraman pour la télévision, je suis toujours intermittent du spectacle. Vous savez peut-être que à cause de la pandémie, l'intermittence s'est prolongée pour les gens qui avaient la chance d'en bénéficier, c'est mon cas. Moi j'aurais dû arrêter d'être intermittent en mars 2020, donc pile au moment du début de la pandémie, et mon statut a été prolongé d'abord jusqu'au 31 août de cette année, et à nouveau jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc je suis encore intermittent officiellement pendant 3 mois, mais je travaille beaucoup moins pour la télévision, puisque je fais ça en fait. Je suis ici à tourner des vidéos pour moi. Donc ça, officiellement, sur le papier, sur les impôts, c'est ce que je déclare. Moi, je travaille à la télévision, je suis caméraman pour la télévision. Et en gros, pour vous résumer ma carrière en télé, j'ai bossé 12 ans en tant que caméraman pour à peu près toutes les chaînes de télévision. Je crois que la seule chaîne pour laquelle j'ai pas bossé, c'était Canal. Voilà, ça s'est jamais présenté, j'ai jamais été dispo quand Canal m'a appelé. En vrai, j'ai commencé sur une chaîne qui n'existe plus, ils ont été obligés de l'arrêter. Ça s'appelait Fun TV, et j'ai commencé sur une émission qui s'appelait Pelle et Râteau, avec un type qui s'appelait Magloire, qui aujourd'hui s'est retrouvé à Fort Boyard dans le rôle du fakir. Et donc j'ai filmé ces émissions en direct. Donc j'ai commencé vraiment en faisant des directs à la télévision.
et j'y connaissais rien, hein, mais bon voilà, on apprend sur le tas en télé. Et ensuite j'ai enchaîné avec les mornings de M6 et j'ai été appelé pour des chaînes de la TNT. J'ai beaucoup bossé pour Énergie 12 où j'ai fait des émissions à moitié de télé-réalité, j'ai fait beaucoup de Tellement Vrai, j'ai fait beaucoup de trucs comme ça, pas forcément très glorieux, mais qui m'ont beaucoup fait bosser, et sur lesquels j'ai énormément appris aussi. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir faire d'autres trucs peut-être un peu plus connus et prestigieux. En tout cas, moi, je trouve ça plus prestigieux. J'ai fait par exemple MasterChef, qui était l'émission de cuisine de TF1. J'ai fait sur France 2, j'ai fait pas mal d'émissions de témoignages. J'ai fait La parenthèse inattendue. J'ai fait... je sais même plus en fait. J'ai eu la chance d'énormément bosser sur toutes ces émissions-là qui m'ont apporté beaucoup de choses d'un point de vue culturel et aussi au niveau des rencontres, parce que ça m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes que j'admirais ou que je trouvais intéressantes. Mais le problème en télévision, c'est que vous êtes tout le temps disponible pour travailler. Lorsqu'un reportage se monte, par exemple, vous êtes appelé du jour pour le lendemain pour partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde parfois, et c'est assez excitant, hein, évidemment, mais c'est difficile du coup de s'organiser, c'est difficile de prévoir des choses parce qu'à tout moment vous pouvez être appelé pour partir. Et donc, bah voilà, soit vous acceptez la pige et bah, vous êtes payé, et tant mieux, soit vous la refusez et probablement quelqu'un d'autre l'accepte, et dans ce cas-là, c'est cette personne qui va être appelée régulièrement. Il faut quand même bien se mettre en tête que ce métier, c'était un métier où je pouvais rien prévoir, je pouvais pas vraiment organiser des choses parce que à tout moment, je pouvais partir et ne pas être là. Alors que j'avais prévu tout un tas de trucs. À partir de 2015, ma fille est née, et j'ai décidé de me calmer un petit peu. J'avais pas envie de partir comme ça, tout abandonner du jour au lendemain, pour aller filmer des choses. Et alors ça tombait bien puisque à cette période, j'ai été appelé par les Reines du Shopping. Reines du Shopping que j'ai fait du coup de 2015 à là, toujours en ce moment. Et les Reines du Shopping, l'avantage c'est que ça me permettait d'anticiper. Étant donné que c'est une émission qui est tournée tout au long de l'année, ils pouvaient me dire, voilà, là, pendant 2 semaines, tu es chez nous, et du coup, moi, je m'organisais en fonction. Et l'avantage, c'est que je savais que du lundi au vendredi, pendant 2 semaines, j'étais sur les Reines du Shopping, que les horaires, c'était en gros 9h, 22h, quand ça se passait bien. Et donc ça me permettait de prévoir tout un tas de choses. Ça m'a quand même grandement changé la vie, et surtout quand on bosse 2 semaines en télé, ça permet quand même de vivre convenablement. J'avais pas spécialement besoin de faire d'autres piges à côté, donc ça me laissait 2 semaines de libre. Et alors aujourd'hui, où j'en suis? Aujourd'hui, étant donné que je n'habite plus en région parisienne, ça devient plus compliqué, par exemple, d'accepter une pige isolée sur une émission, même sur les Reines, hein, pour le coup. Depuis la fin du premier confinement, je me suis pas mal calmé sur les heures que j'accordais à la télévision. C'est-à-dire que j'étais quand même beaucoup moins disponible pour travailler pour autre chose que pour cette chaîne YouTube. Je n'acceptais plus que de faire les heures avec Christina. C'est-à-dire que lorsque vous bossez sur les Reines du Shopping en tant que caméraman, vous avez 2 options. La première, c'est de suivre les shoppings en entier, c'est-à-dire vous arrivez le matin à l'extérieur, enfin à Paris, et on vous donne votre caméra, la candidate elle est là, clac clac, vous la suivez dans les trucs, dans les différentes boutiques, vous rentrez au studio, elle se maquille, vous filmez son défilé, et c'est fini. Ça c'est une partie du travail, mais il y a un second caméraman qui va être avec Christina et qui va commenter ce que Christina voit du shopping de la candidate. Et donc ces piges-là sont beaucoup plus gérables puisque les horaires de Christina, ce que voit Christina, c'est pas le shopping en entier, c'est uniquement un condensé, sans les temps morts, sans les temps de changement de boutique, sans tous ces trucs-là, tous les à côté du tournage qui font qu'une émission dure 1 heure. En gros, Christina va voir à peu près ce que va voir la téléspectatrice ou le téléspectateur, et ça ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé dans la réalité, puisque le tournage va durer quasiment 6 heures. Le tournage des boutiques, c'est-à-dire la fille qui va faire les différentes boutiques, ça dure en gros 6-8 heures selon la distance entre les différentes boutiques et les problèmes qu'on peut rencontrer. Ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des problèmes avec la boutique qui n'est pas disponible, et dans ce cas-là, il faut switcher de boutique par exemple. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer qui font que la journée est à rallonge de ouf. Et lorsque vous êtes avec Christina, au moins vous avez toute cette partie-là qui est condensée. Ce qu'elle voit, ça dure
En gros, ça dure 1 heure, ouais, une bonne heure. Et après, à la télé, ça dure plus que 30 minutes. Mais voilà, il y a quand même un gros travail de condensage qui est fait, de montage. C'est beaucoup moins long. Et alors, ce qui m'arrange, c'est que donc ça dure moins longtemps, forcément, si c'est moins long. On est au chaud, puisqu'on est dans un studio. Et il y a à manger. Et ça, ça peut jouer aussi. Alors que quand vous êtes dehors, dans le froid ou sous la pluie, que vous êtes obligé de... Enfin, il n'y a rien à bouffer puisque faut aller au restaurant. Ou... Enfin bref, c'est toujours un enfer. Donc voilà, jusqu'aux dernières nouvelles, moi je faisais beaucoup de Christina. Et ça, ce sont des piges isolées. C'est-à-dire, je vais venir une journée pour tourner les trucs que va raconter Christina. Et donc, je ne vais pas faire un aller-retour d'ici pour juste une journée et revenir le soir pour un peu que le tournage ait un souci, qu'il y ait un décalage, je rate mon train, enfin bref, c'est toute une organisation qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'avoir. Donc si on me propose 1 semaine, 2 semaines, pourquoi pas, je réfléchirai. Maintenant, pour un truc isolé de temps en temps, c'est pas rentable. Et honnêtement, à l'heure actuelle, je préfère être ici à faire de la couture, filmer des trucs, commenter, m'amuser, parce que en gros je fais ça, mais ça m'éclate moi, hein, de faire tout ce que je fais ici. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, c'est quoi ton vrai métier? Sur le papier, c'est caméraman à la télévision. En vrai, c'est ici à faire des vidéos, à parler de couture, à coudre dans mon coin, à dessiner des vêtements, à apprendre des choses en couture. Voilà. Seconde question, alors là pareil, il y en a plusieurs. Comment l'idée de la couture vous est-elle venue? Comment es-tu tombé dans le bain de la couture? Il y en a beaucoup comme ça, des gens qui veulent un peu savoir mon parcours dans la couture, parce que j'ai pas appris la couture, j'ai l'impression, comme on apprend la couture un peu de façon traditionnelle. Généralement, j'ai l'impression que la couture, ça s'apprend auprès d'une grand-mère, peut-être d'un grand-père, mais surtout auprès d'une grand-mère, d'une maman que vous allez voir coudre régulièrement, et ça va vous donner l'envie, et vous allez apprendre à ses côtés. Moi, ça s'est pas du tout passé comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais venir cette question en second, puisque j'ai découvert la couture grâce à la télé. Comme je vous l'ai dit, moi je travaille depuis maintenant une paire d'années avec Christina Cordula, et Christina a eu une émission en 2014, fin 2014, qui s'appelait Cousu Main, qui était un concours de couture amateur. Et Cousu Main, moi je l'ai regardé un petit peu comme on fait ses devoirs, si vous voulez. C'est-à-dire, honnêtement, la couture, ça m'intéressait pas du tout. Et j'avais envie quand même de voir ce qu'elle faisait, voir comment était cette émission. Je savais que c'était aussi les producteurs du Meilleur Pâtissier qui faisaient ça. Et le Meilleur Pâtissier, moi je pâtisse pas, mais quand on voit l'émission Le Meilleur Pâtissier, il y a quelque chose quand même d'assez... ça fait envie, quoi. Ça a l'air facile, ça a l'air bon. Les images sont belles, la musique est cool, l'histoire qui est racontée est sympa. Et donc je me suis dit, bon, c'était un samedi après-midi, je vais regarder ça parce que je n'ai rien d'autre à faire. Et j'ai regardé et j'ai accroché direct. En fait, il y avait une nana qui cousait des vêtements pour ses enfants. Moi, ma compagne était enceinte à ce moment-là et il y a eu comme un déclic dans ma tête en me disant, purée, mais en fait, je pourrais faire les vêtements pour ma fille à venir, en fait. Ça répondait à un besoin pour moi parce qu'on avait commencé à acheter des fringues, des premiers vêtements qu'on achète pour son enfant, et je me rendais compte que ça allait être tendax, ça allait être un peu compliqué. Je voyais les boutons qui étaient gros comme ça, je voyais mes doigts qui étaient comme ça, et je me demandais comment j'allais réussir à fermer cette foutue chemise ou ce pantalon ou ces trucs. J'avais l'impression que tous les vêtements enfants étaient faits bizarrement, et du coup le fait de faire moi-même les vêtements, ou en tout cas avoir l'idée de faire moi-même les vêtements, me rassurait, me donnait l'impression que ça allait pouvoir répondre à un besoin. Donc j'ai regardé l'émission Cousu Main. La semaine d'après, j'ai acheté une machine à coudre, c'était la FS40 de Brother. Est-ce que j'ai assumé acheter une machine à coudre? Pas du tout. Je l'ai commandée sur internet après avoir retourné complètement le web pour essayer de comparer les différentes machines à coudre. À l'époque, il n'y avait quand même pas énormément de blogs et de sites qui parlaient de machines à coudre, qui comparaient tout ça, donc c'était assez difficile de se faire un avis précis. Et comme j'assumais pas cette envie de faire de la couture, je pouvais pas aller dans une mercerie, enfin je pouvais pas, si j'aurais pu, mais j'assumais pas, donc je ne suis pas allé dans une mercerie pour demander conseil, et donc j'ai commandé la FS40 en ligne. Je me suis pas trop trompé parce que cette machine elle continue à tourner, je la trouve très bien pour débuter. À partir du moment où vous n'avez pas d'énormes épaisseurs à coudre, ça va. Et donc j'ai reçu ma machine, je suis allé m'acheter des bouquins de couture, je crois que c'était La couture pour les nuls, qui est pas fou comme bouquin, mais
qui permet un peu de comprendre les bases, il y a un peu de vocabulaire, un peu tout un tas de trucs. Et donc tous les soirs, quand je rentrais du boulot, je potassais le bouquin de couture avec ma machine, j'essayais de faire les coutures qui présentaient, et pendant 6 mois, je n'ai fait que ça, c'est-à-dire, alors aujourd'hui on va apprendre la couture machin, donc on met le tissu comme ça, on pique ici, on fait ça, et je n'ai fait que ça, donc à coudre des fermetures éclairs, à faire des boutonnières, à faire une couture anglaise, une couture rabattue, ce genre de trucs. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire mes propres vêtements pour ma gamine qui commençait quand même à grandir un petit peu, hein, puisque entre le moment où j'ai acheté la machine et le moment où j'ai cousu son premier vêtement, elle avait déjà 6 mois, j'ai eu envie de coudre mon premier vêtement, mes premiers vêtements. J'ai d'abord fait un pyjama à partir d'un patron Burda. C'est de là d'où vient ma détestation des patrons Burda. Hein. J'ai trouvé ça ultra compliqué, j'ai réussi à me dépatouiller en bricolant un petit peu, mais ça a été un peu tendu et j'étais un peu obsédé en fait. Donc j'ai fait le pyjama, je l'ai dû le faire en 4 ou 5 modèles, enfin 4 ou 5 modèles. Je l'ai fait en 4 ou 5 fois, en changeant à chaque fois des petits détails. C'est-à-dire je crois que le pyjama proposé par Burda avait une ouverture uniquement sur un côté ou juste devant, je sais plus. Plus je refaisais le modèle, plus j'améliorais les choses, en ouvrant complètement un côté par exemple, ou en ouvrant les deux côtés après. Donc j'ai fait plusieurs versions de ce pyjama pour avoir quelque chose à la fin qui me convenait et qui était facile à enfiler et qui était pas mal quoi. Et ensuite je me suis attaqué à un autre vêtement que j'aime particulièrement, c'est la salopette. Salopette que j'ai fabriquée entièrement doublée. Moi j'avais envie qu'il n'y ait pas les coutures qui touchent la peau de ma gamine. J'avais pas de surjeteuse à ce moment-là, donc l'idée c'était aussi d'éviter les coutures apparentes, que ça frotte, que ça gratte. Donc j'ai entièrement doublé la salopette et là on a eu un déclic avec ma compagne. Ma femme venait de perdre son travail parce que la boîte dans laquelle elle travaillait venait de faire faillite. Elle bossait dans le luxe, dans le tourisme de luxe. Et il n'y avait plus de tourisme quoi. Et donc on a eu l'idée de se lancer, se lancer dans la fabrication de vêtements pour enfants, basés sur la salopette, c'est-à-dire la salopette est vraiment notre vêtement phare. Et donc voilà, on a monté une boîte qui s'appelle le Papa Jojo. Si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux, certaines personnes m'appellent le Papa Jojo parce que c'est la marque qui est derrière, derrière laquelle je suis. Mais et donc le Papa Jojo, ça continue à fonctionner, évidemment. On en est maintenant à, je sais pas, 5 ou 6 collections. L'idée à la base, c'était de faire uniquement des salopettes, de faire un modèle unique en le déclinant en avec différents tissus, différents styles. Au final, on a commencé à lancer des t-shirts, des sweats, on a lancé des petits leggings, on a lancé tout un tas de petites choses autour de la salopette. Et voilà, le Papa Jojo, ça marche très bien, on s'éclate bien à faire ça, donc c'est cool. Hop là, la petite salopette qui vient de sortir avec son petit tartan, donc entièrement doublé, hein, comme je vous ai dit. Clac, attendez, on voit pas bien. Entièrement doublé à l'intérieur, évidemment, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc ça c'est la salopette, et il y a les petits sweatshirts que je propose également en patron. C'était l'instant promo, merci, au revoir. Donc voilà, pour répondre à ta question, comment je suis tombé dans le bain de la couture, grâce à la télévision, comme quoi tout n'est pas acheté en télévision, il y a quand même des bonnes choses, surtout quand ça donne des envies, quand ça présente des choses qu'on n'aurait pas découvertes autrement. Parce que honnêtement, moi il y a personne dans mon entourage qui fait de la couture, donc honnêtement, je serais jamais allé là-dedans, j'aurais jamais monté une marque de fringues, j'aurais jamais lancé une chaîne YouTube qui parle de couture si j'avais pas vu cette émission. Nouvelle question, alors finalement, CAP ou pas CAP couture, tu le prépares toujours? Alors j'avoue que cette question m'a un peu surpris parce que je ne me souvenais pas en avoir parlé, et je pense en avoir parlé finalement dans un live que je faisais sur Twitch. J'ai l'intention cette année de passer le CAP de couture, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, et j'avais envie surtout d'avoir un vrai diplôme dans ce milieu, et le CAP c'est le seul qu'on peut passer en candidat libre, donc je suis pas obligé de retourner à l'école, de me coltiner des heures de cours assis à un bureau à faire que ça. C'est beaucoup plus libre et permissif, puisque je vais pouvoir le préparer depuis chez moi, ou peut-être en entreprise si j'ai envie de faire un stage au milieu d'une entreprise par exemple. Et donc c'est quelque chose qui en fait ça me met un défi dans ma vie, c'est-à-dire jusqu'à présent je faisais des petites vidéos dans mon salon, puis dans ce studio, ok super, mais j'avais pas d'objectif finalement.
Là, le fait aujourd'hui d'en parler et de concrétiser ça, ça me bloque un petit peu. Je peux plus reculer. Je suis obligé d'y aller, je suis obligé d'assumer ce que j'ai dit. Et surtout, j'ai pas intérêt à me planter parce que bonjour la loose, quoi. Pour faire les choses bien, moi j'avais besoin d'être accompagné. Je sais que si jamais je prépare le CAP tout seul, ça va jamais se faire et tout. Donc j'ai contacté Artezan. Artezan, vous connaissez peut-être, c'est un site qui propose des cours en ligne de couture, de broderie, je crois qu'il y a de la photo, il y a tout un tas d'activités manuelles, il y a du tricot évidemment, du crochet, tous ces trucs-là. Et Artezan, ce sont les rares à proposer une formation vraiment complète de A à Z pour se préparer au CAP. Donc, je suis allé acheter, hop là, le petit bouquin qui propose, donc ça je l'ai trouvé à la Fnac, hein, donc vraiment ça se trouve partout. Regardez-moi cette épaisseur, quel enfer. Là, ça m'a foutu un peu les sueurs froides, hein, je vous avoue. J'ai hésité vraiment, c'est vraiment ce qui a failli me faire reculer, c'est la taille. Voilà, tout ça, c'est ce qu'il va falloir apprendre pour passer le CAP cette année. Programme progressif sur 9 mois, plus de 32 modèles complets à réaliser. Et j'ai également contacté Artezan pour voir si c'était possible de bénéficier d'un tarif sur l'accompagnement en vidéo que le site propose. En gros, il y a deux formules sur Artezan pour préparer le CAP de manière correcte. Soit le parcours essentiel, soit le parcours intensif. Bon, moi j'ai choisi le parcours intensif. Il y a 18 cours pour se préparer au CAP. Chaque cours, le premier cours par exemple, c'est celui que j'ai commencé évidemment à potasser. Le premier cours fait 3h30. Et c'est des cours de couture, donc c'est pas... il faut tout retenir en fait, toutes les différentes façons de coudre, les différentes façons de corriger des erreurs, de surveiller, parce qu'en fait c'est ça, je crois, la grosse différence entre coudre chez soi, pour soi, et vouloir passer le CAP, ça va être la précision, la propreté, toutes ces petites choses qui font qu'un vêtement est pro ou pas. Je suis en train de lire en même temps le descriptif, il y a 45 heures de cours en vidéo. Bon, et si je vous parle de ça maintenant, ça tombe plutôt bien puisque l'inscription pour le CAP, c'est en ce moment. En gros, hein, c'est de octobre à novembre, ça dépend des académies, dans l'académie dans laquelle vous êtes, vous vous trouvez. Mais c'est maintenant qu'il faut y penser, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Moi, je vais aller m'inscrire, j'espère être au top lors du passage de l'examen, donc en juin de l'année prochaine, juin 2022, et surtout, voilà, ne pas vous décevoir, quoi. Si vous ne m'entendez plus jamais parler de CAP, c'est que je me serais planté, mais je vais tout faire pour que ce soit pas le cas. Je vais potasser mes petits cours en ligne, je vais potasser... Oh là 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 là, mais il pèse 1,5 kg ce bouquin, incroyable. C'est un dictionnaire en fait. Je vais potasser tout ça, vous voyez qu'il y a des petits patrons en plus, plein de trucs à faire, donc c'est plutôt cool, hein. Je pense... C'est pas des cours comme on avait à l'école, hein, honnêtement. Bon, si j'avais eu des cours de couture lorsque j'étais au lycée, je pense que j'aurais tiré un peu la gueule parce que c'était absolument pas ma passion à l'époque. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que j'aime faire. Et du coup, quand on aime faire les choses, on n'apprend pas de la même manière, j'ai l'impression. Donc, voilà pour le CAP cette année. Je suis candidat et ça fait vraiment élection présidentielle, quoi. Je compte sur vous en juin pour me soutenir dans les urnes ou directement devant une vidéo, bien sûr. Donc j'ai contacté Artezan, je leur ai demandé si c'était possible de faire un petit geste, si d'autres personnes veulent passer le CAP avec moi en prenant les cours sur Artezan, eh bien on a un code promo de 15% sur ces deux formations. Le code promo, hop, je vous le mets juste là parce que je ne le connais pas par cœur. Je vous le mets également juste en bas dans la description avec le lien vers les deux formations. À vous de voir si vous avez envie de me suivre dans cette aventure. Et puis si c'est le cas, on se retrouve tous en juin, j'imagine dans un lycée, dans un collège. Je sais pas trop où on passe le CAP, mais bon voilà, ça va rappeler des souvenirs un peu aux personnes comme moi qui n'ont pas foutu les pieds dans un bahut depuis oh la vache, depuis 20 ans. Ah bah non, bah si, 20 ans, ouais. Oh là là là. Voilà. Question qui est beaucoup revenue aussi, où est-ce que j'ai trouvé les posters juste là? Hop là. Alors c'est avec beaucoup de honte, mais quand même, je
Je suis content de les avoir, mais je ne suis pas très content de leur origine. J'ai acheté ça sur AliExpress. Si vous voulez, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Ça met facilement 2 semaines à arriver en France. Ça pollue, tout ça. Mais bah, c'est le seul endroit où on peut trouver ça. En fait, j'avais vu des pubs. J'avais vu pas mal de pubs sur les réseaux sociaux. Et du coup, je savais que ce genre de visuel existait. Les patterns, comment ça s'appelle, les brevets de machines à coudre, de ciseaux. Il y a des brevets aussi d'aiguilles, comment ça s'appelle, de bobines de fil. Je ne sais pas si ce sont des vrais brevets qui ont été réimprimés ou si c'est juste un dessin, mais voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool et donc je l'ai trouvé sur AliExpress. Il y en a également sur Etsy, mais c'est toujours pareil en fait. Sur Etsy, quand vous trouvez ce genre de choses, c'est des personnes qui les achètent sur AliExpress et qui les revendent plus cher ensuite sur Etsy. Donc à vous de voir qui vous souhaitez aider. De toute façon, c'est les fabricants chinois qui gagnent de l'argent au bout du fil. Alors une autre question qui est quand même pas mal revenue, c'est un peu la question rituelle pour dès qu'on est sur YouTube. Combien tu gagnes? Alors là, je vais essayer de ne pas faire de langue de bois parce que moi j'ai pas trop de problème à parler d'argent, mais c'est plus compliqué que de juste annoncer un chiffre en fait. Officiellement, moi je suis intermittent du spectacle, ça je vous l'ai dit lors de la première question. Donc quand je travaille, quand je fais des piges pour la télévision, je vais récupérer donc le salaire qui est prévu pour les piges que je vais faire, plus une compensation de Pôle emploi. En gros, si je travaille énormément, j'aurai rien de Pôle emploi, c'est normal. Et si je travaille très peu, voire pas du tout, je vais avoir en gros un petit peu plus d'un SMIC. Ça, c'est parce que j'ai cotisé en fait. C'est comme n'importe quelle personne qui perdrait son emploi. Pendant 2 ans, vous avez droit à du chômage. Si ça n'a pas changé, hein, je ne suis pas très au fait de tout ça. Et pour les intermittents du spectacle, c'est un peu différent. C'est-à-dire il faut qu'en une année, vous fassiez 507 heures de pige, 507 heures de travail payé en pige, pour déclencher l'intermittence. Et du coup, pendant 1 an, pendant 12 mois, vous avez une espèce d'airbag, de coussin de sécurité, qui, lorsque vous bossez beaucoup, vous n'avez rien, mais si vous bossez pas ou peu, ça compense. Ça vous donne en fait une stabilité, ça vous évite d'avoir des mois à 0 et des mois à 5000 par exemple. Donc moi je suis toujours intermittent du spectacle, là c'est censé durer 1 an mais ça a duré 2 ans et demi et donc c'est renouvelé tous les ans, c'est-à-dire si au bout de 12 mois vous avez refait vos 507 heures au cours des 12 derniers mois, l'intermittence continue comme ça d'année en année et chaque année à la date anniversaire, Pôle emploi regarde si vous avez bien fait toutes vos heures et vous dit combien vous allez gagner si vous ne foutez rien en gros. Ou si vous n'avez pas de pige. Donc moi je suis toujours intermittent du spectacle, ce qui me permet, si je ne travaille pas du tout en télé, de gagner un tout petit peu plus d'un SMIC. Ça c'est pour la partie qui n'a rien à voir finalement avec YouTube, parce que au final je suis comme un demandeur d'emploi qui profiterait de cette pause entre 2 boulots pour monter sa boîte. Là je suis exactement dans cette configuration là, c'est-à-dire je mets toute mon énergie à développer cette chaîne YouTube, à créer des patrons, à faire ce que je fais avec ma compagne, pendant que j'ai la chance d'être au chômage en fait officiellement. Mais à côté de ça, il y a tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube et avec le Papa Jojo. Donc lorsque vous ouvrez une chaîne YouTube et que vous commencez à gagner un petit peu d'argent, parce que là en regardant la vidéo, j'imagine que vous avez eu une petite publicité en début de vidéo. L'argent qui est généré par cette publicité, YouTube m'en reverse une partie, qui n'est pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. Et à partir du moment où vous gagnez de l'argent comme ça avec une chaîne YouTube, il faut une société. Je ne peux pas toucher de l'argent en tant que moi-même, ça c'est pas possible en France. Donc il faut soit ouvrir une micro-entreprise, c'est tout le délire des auto-entrepreneurs, soit ouvrir une société, une vraie entreprise avec un comptable, avec des statuts, des machins, bref. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec ma compagne. On en avait besoin puisque avec le Papa Jojo, pour vendre des fringues, c'est mieux quand même d'avoir une vraie structure solide de type société. Donc tout l'argent que je vais gagner avec la chaîne YouTube, avec la vente des patrons, avec l'affiliation. L'affiliation, c'est quand par exemple je vous dis tenez, je teste tel objet et si vous cliquez et que vous l'achetez en passant par mon lien, je vais récupérer un petit pourcentage sur ce truc-là. Il faut bien faire la différence entre ce que je vais toucher moi en tant que personne et ce que va gagner la société, parce que ça n'est pas pareil. Moi, je vais payer derrière des impôts, un impôt sur le revenu,
comme vous normalement, et la société par contre va également payer un impôt sur la société, va également devoir reverser 20% des gains en TVA, donc rendre la TVA à l'État, et la société va avoir des dépenses pour tourner, pour faire fonctionner le studio, pour acheter du matériel, pour payer la newsletter par exemple. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous recevez un mail à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et ça coûte de l'argent. Plus vous serez nombreux en plus à être sur cette newsletter, plus ça coûtera de l'argent. Qu'est-ce qui coûte? Le fait de payer le fait de faire tourner la société coûte de l'argent, c'est-à-dire il y a le comptable qu'il faut payer, il y a toutes les personnes qui vont travailler avec moi. Alors aujourd'hui on n'est pas du tout une multinationale, hein, loin de là, mais j'ai quand même une journaliste, Pauline, qui travaille avec moi, qui m'aide à écrire les articles qui sont publiés sur le blog. J'ai également une modéliste qui s'appelle Stéphanie, qui travaille avec moi sur la confection, enfin pas sur la confection, sur le développement des nouveaux modèles de patrons qui vont sortir. On a un atelier pour fabriquer les vêtements, on a tout un tas de personnes comme ça qu'il faut rémunérer, et tout ça, au bout de la ligne, ça fait une petite somme quand même qu'il faut débourser chaque mois. Et donc, aujourd'hui, on se paye avec... Enfin, moi, je me paye pas, donc, mais ma compagne se paye un SMIC, et il nous reste un petit peu pour anticiper les problèmes ou pour développer la société. Parce qu'une société qui dépense autant qu'elle gagne, elle peut pas se développer en fait. C'est-à-dire si jamais demain la caméra pète, et si j'ai pas margé un tout petit peu, si j'ai pas gagné un petit peu d'argent, je ne peux pas la changer. Donc on est très très loin des salaires mirobolants qu'on voit parfois dans la presse de certains youtubeurs. Je dis pas que ces gens-là gagnent pas les sommes qui sont annoncées, hein, mais c'est pas un salaire à proprement parler en fait, c'est un gain pour une entreprise, et c'est loin d'être aussi simple que ça, parce que pour le coup, ma compagne qui se paye un SMIC, c'est pas juste 1500 balles qu'elle a sur son compte, enfin qu'elle prend du compte de la société jusqu'à son compte. Il y a des charges sur ce salaire, il y a une mutuelle à payer, il y a tout un tas de choses autour qu'on n'imagine pas. Moi, mes parents sont profs, donc c'est quelque chose que je découvre encore tous les jours, c'est-à-dire on n'a pas du tout cet esprit entrepreneurial dans la famille, et c'est quelque chose que du coup je découvre à chaque fois. Il y a tout un tas de cotisations qu'il va falloir payer pour le chômage, pour la santé, enfin voilà, toutes les choses qui viennent avec un salaire. Il faut le payer, et du coup, si vous voulez vous payer un SMIC, il va falloir gagner un peu plus qu'un SMIC avec votre société, sinon ça marche pas. Donc combien je gagne avec cette chaîne YouTube et toutes les activités autour de la couture? Moi, perso, 0 pour le moment. Ma compagne se paye un SMIC, et on verra pour la FAQ des 300 000 ou 400 000, si ce chiffre a bougé, j'espère. Mais voilà, pour le moment, je roule pas en Tesla comme certains autres youtubeurs. J'habite pas dans un château, vous voyez, je tourne au sous-sol. Alors c'est bien, hein, j'en suis très content, mais c'est un sous-sol. Il manque un piano à queue là, par exemple, ce serait sympa, mais c'est un peu cher. Plutôt fondue ou raclette? Alors, la question peut paraître cocasse, hein, mais elle est fondamentale sur cette chaîne YouTube, puisque lorsque je crée un nouveau patron de couture, je lui donne le nom d'un fromage français. Un fromage français. Pourquoi je fais ça? Parce que lorsque j'ai commencé à sortir mes premiers patrons, au début je donnais juste le... Enfin, les patrons n'avaient pas de nom, c'est-à-dire c'était la turbulette, ou alors le legging. Sauf qu'au bout d'un moment, si je veux sortir un autre type de legging, un legging un peu différent, avec une autre poche, ou une turbulette avec une ouverture sur le côté, une ouverture devant, pas de bouton en haut, bref, dès que je veux moduler un petit peu un style de vêtement, j'étais un petit peu bloqué. Puisque j'allais pas l'appeler la turbulette 2 par exemple. Donc m'est venue l'idée d'utiliser le nom de fromage français. Je pouvais pas utiliser de fleurs, je pouvais pas utiliser de nom de ville, je pouvais pas utiliser des prénoms parce que c'est pris par tout le monde. Donc les fromages, personne ne vient se chamailler sur ce terrain, je suis le seul à utiliser des noms de fromage pour mes patrons de couture. C'est original, un petit peu. Et c'est drôle en fait, honnêtement, je trouve ça plutôt marrant d'avoir un bob qui s'appelle raclette et un legging qui s'appelle brie. C'est... voilà. Ça me ressemble, donc je trouve ça cool. Donc le fromage a une place importante sur cette chaîne YouTube, bien que ça se voit pas forcément. Les deux affiches qui sont au fond, juste avant de les recevoir, j'avais trouvé... Oh le suspense. Oh, qu'est-ce que c'est? J'avais trouvé en brocante typologie des fromages naturels français. Regardez-moi cette beauté. J'avais pensé le mettre en fond de studio. On en dit quoi? Mais
Pour quelqu'un qui débarquerait sur la chaîne YouTube, je me suis dit que ce serait peut-être un peu compliqué de saisir le lien d'un coup. Regardez ça, attendez, j'ai un arbre généalogique des fromages, s'il vous plaît. Qui a ça? L'arbre des saveurs des fromages traditionnels français. Et, oh là là, oh quelle beauté. La fabrication et l'affinage des fromages traditionnels français. Tada! Avec tous les noms. Donc voilà, va falloir vous s'y habituer sur cette chaîne YouTube. Les patrons ont des noms de fromages français. Et donc, est-ce que je suis plutôt raclette ou fondue? Raclette, évidemment. Et je sens déjà dans les commentaires toute la team fondue qui va fondre, qui va être en PLS suite à cette révélation. Eh ben allons-y, faisons-nous la guerre en commentaire pour savoir qui de la raclette ou de la fondue est le meilleur plat du moment. Oui, là c'est le moment d'ailleurs de faire tout ça. Oh yes! Allez, une dernière petite question, parce que ça m'a été... D'ailleurs, ça m'a étonné, mais c'est pas mal revenu. Est-ce que tu vas refaire des lives sur Twitch? Twitch, j'avais commencé à m'y intéresser en avril-mai de l'année dernière. Et j'avais fait régulièrement des lives, c'est quelque chose que j'adore. En fait, ce qui me plaisait lorsque je faisais des live Twitch, c'était de pouvoir interagir avec vous, c'est-à-dire il y a le chat à côté, vous me posez des questions, j'y réponds, on parle de couture, ça permet de rebondir, ça permet de découvrir plein de choses. Et depuis que je suis installé ici, j'ai un petit souci de logistique, c'est-à-dire l'ordinateur est à l'étage et dans un bureau et ben moi je suis ici au rez-de-chaussée, au sous-sol, et je n'ai pas le Wi-Fi capte pas de ouf, et du coup c'est un petit peu ça qui m'handicape quoi. Soit j'investis dans un nouvel ordinateur pour pouvoir l'installer ici et pouvoir faire des lives. Honnêtement, ce serait top de pouvoir mettre une caméra juste au-dessus de moi pour pouvoir filmer en zénithal, enfin en plongée, la table de découpe, peut-être avoir une autre caméra au niveau de la machine, une autre sur moi, enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, j'ai juste ce souci que j'ai qu'un seul ordinateur suffisamment puissant pour faire ce genre de truc. Un live, ça demande quand même un peu de puissance pour justement organiser toutes les caméras, pouvoir les faire rentrer dans l'ordi, pouvoir switcher d'une caméra à l'autre et pouvoir encoder tout ça et l'envoyer en direct. Donc pour le moment, les live Twitch sont en pause, mais ça va reprendre incessamment sous peu dès que j'aurai trouvé la solution pour déplacer mon ordi de façon facile. L'ordi donc que j'utilise pour le montage et pour les lives, soit je reprends les lives depuis le bureau, je sais pas en fait. Bref, Twitch ça m'intéresse, Twitch c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire et que je compte reprendre, mais voilà. Inscrivez-vous si vous voulez sur la chaîne YouTube, le lien est juste en dessous dans la description, et puis quand ça reprendra, je vous enverrai une alerte, évidemment. Bon, on a fait le tour un petit peu des questions que vous m'avez le plus posées. Je vous l'avais promis en début de vidéo, c'est le moment du concours. Ce concours, en quoi il consiste? Je vous propose de gagner tous les patrons de couture que j'ai créés jusqu'à présent sur le site Coudre Shop, également les patrons à venir, les patrons qui ne sont pour le moment pas disponibles mais qui vont arriver, et ce, à vie. Voilà, il n'y a pas d'astérix, il n'y a rien. Si vous gagnez ce concours, vous gagnez mes patrons de couture à vie. Pour participer, c'est très simple. En gros, je vais tirer 9... Bon, attendez, je vous explique pourquoi il y a 3. Je vais tirer 9 gagnants au sort, 3 sur cette chaîne YouTube, 3 sur Insta, 3 sur Facebook. En gros, sur cette chaîne, vous commentez simplement en mettant « Je participe ». Évidemment, vous vous abonnez à la chaîne, ce serait cool. Si vous souhaitez participer sur Facebook, si vous souhaitez participer sur Insta, pareil, il y aura une photo de moi avec marqué concours des 200 000. Vous vous inscrivez en mettant je participe et en étant abonné au compte Insta ou au compte Facebook. Et donc je vais tirer 3 personnes sur chacun des 3 comptes, donc 9 gagnants en tout. Vous pouvez, si vous voulez, participer sur les 3 plateformes. J'irai pas vérifier, hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de participantes et participants, donc je vais pas recouper tout ça. D'autant que de plateforme en plateforme, c'est quand même assez tendu. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance et j'espère que ça vous plaira. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, notamment pour dire que vous participez au concours. Vous mettez un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous, ici ou là. Si vous souhaitez aider la chaîne, donner un petit peu d'argent chaque mois, il y a le bouton rejoindre qui vous permet de donner entre 1 € et 10 € je crois, et qui vous permet aussi de gagner ce petit pins qui est en exclusivité. C'est le pins à l'image de la chaîne. Voilà, moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.